bienvenue dans ce format quelque peu hybride puisque nous sommes à la fois sur scène et en train d'enregistrer un podcast au cours duquel on prend le temps de découvrir une personnalité, un parcours. Alors j'ai eu la chance de discuter avec notre invité du jour évidemment auparavant pour préparer cette émission et lorsque j'ai repris mes notes, j'ai été frappée par les mots et par les expressions qui revenaient souvent. Alors je les ai notées, il y avait des phrases telles que « réunir toutes les forces du territoire pour aider », servir l'intérêt général ou encore mettre de la fraternité et de la démocratie dans l'économie. Alors ce podcast s'intitule Le sens de l'avenir et vous l'aurez compris, notre invité du jour voit l'avenir sous un angle solidaire et social. Bonjour Christophe Chevalier. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes à la tête du groupe Archer et c'est un groupe qui n'est pas banal parce qu'en fait à la base c'est une association. Cette association, elle a été créée en 1987 et elle avait pour but, je le cite, de sauver ceux que vous appelez les naufragés de la chaussure. Alors là, on tombe sur un thème qui est malheureusement assez d'actualité puisqu'on tombe sur le thème des fermetures d'usines, de la disparition d'entreprises, de marques et surtout du basculement de territoires entiers dans le chômage. Et c'est là où vous vous êtes dit que vous aviez peut-être quelque chose à faire. Oui, en effet, à Romans-sur-Isère, qui est dans la Drôme, je le précise, c'était la capitale de la chaussure de luxe. Et cette mono-industrie qui permettait à une personne sur deux d'avoir une activité, soit dans la chaussure, soit dans les métiers à côté de la chaussure, le cuir, les talons, etc. Cette mono-industrie a disparu en quelques années, une petite vingtaine d'années. Et donc, elle a laissé un niveau de chômage et de pauvreté extrêmement fort sur la ville, et même avec des chiffres qui n'étaient pas publiables, un chômage majoritaire sur le centre-ville, sur les quartiers politiques de la ville, etc. Et du coup, le premier projet d'Archer, ça a été à une époque où le filet social n'était pas du tout aussi fort qu'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est suffisant, mais il n'y avait pas de RMI, de carte santé, etc. Et donc, on avait des personnes qui avaient du mal à se nourrir, à s'habiller, à se soigner. Dans cette période-là, on s'est dit qu'on allait regrouper toutes les forces vives du territoire. Il y a toujours cette idée chez nous. C'est-à-dire des travailleurs sociaux, des collectivités, mais aussi des entreprises, des associations caritatives. Et on s'est dit on va tous les regrouper dans un seul lieu ou une seule dynamique pour essayer d'être beaucoup plus fort sur ces enjeux-là. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant 5 ans. Après, on a essayé de travailler plus sur une économie de la réparation, mais en tout cas, on a essayé de prendre en compte de manière optimisée ces problèmes sociaux générés par la perte de cette mono-industrie. Alors ce qui est fou, c'est que vous venez pas du tout du monde de la chaussure. En fait, quand on lit votre histoire, et on va le voir, le fil de cette chaussure se poursuit jusqu'à aujourd'hui encore, on se dit que vous veniez du métier ou qu'il y avait quelque chose ou une appétence particulière. Mais non, en fait, pas du tout. Non, c'est vrai. En plus, j'habitais dans la ville à 20 km à côté, qui est Valence. Et c'est plutôt deux villes qui ne se parlaient pas beaucoup. Mais en arrivant à Romans, au départ, la chaussure, je la voyais comme celle qui avait fait tous les malheurs sur le territoire. Et je crois que j'ai rencontré des centaines de personnes qui avaient travaillé dans la chaussure. Et je me suis aperçu que ce n'était pas simplement une activité pour les Romanais, c'était aussi une reconnaissance. Les grandes usines de Romans avaient des magasins partout dans les grandes capitales dans le monde. Et donc, on n'a pas simplement perdu une activité, on a perdu notre fierté, notre image. Et c'est peut-être aussi terrible. Et c'est ça qui vous a poussé à poursuivre, en fait, à avoir envie de recréer aussi des lieux où on va pouvoir venir continuer de fabriquer cette chaussure. Il y avait un côté de fierté territoriale qu'il fallait restaurer et qui vous a poussé à créer en fait, vraiment des nouveaux modèles, en fait. L'histoire, c'est que nos actionnaires nous demandaient sans arrêt de faire quelque chose dans la chaussure, de relancer de l'activité chaussure. Et moi, j'étais vraiment pas chaud, c'est rien de le dire, parce qu'il y avait de tels enjeux dans la chaussure que c'était un peu piégeux, quoi. Quand une entreprise un peu plus sérieuse que les autres, ou surtout qui avait un nom un peu plus connu, coulait, il y avait une flopée de ministres qui descendaient et qui disaient vous allez voir ce qu'on va voir, on va sauver la chaussure à Romans. Et ils mettaient des millions, ils mettaient un haut fonctionnaire pour gérer les millions. Et moi, j'avais pris l'habitude de dire, là, ils ont déjà créé un emploi, c'est déjà pas mal. Mais en principe, ils s'arrêtaient là. Pourquoi ? Parce que le modèle économique de la chaussure de luxe industrielle n'était plus possible et n'était pas compétitif par rapport aux pays d'Asie notamment.
Et donc, vous pouvez bien mettre les millions que vous voulez dans un truc qui n'a pas de modèle économique. Et ben, ça fonctionne pas. Et en fait, on a changé d'avis le jour où l'entreprise la plus illustre, celle qui s'appelait Charles Jourdan, pour ceux qui ont mon âge, vous devez connaître, quand celle-là, elle a fermé, ça a été pire que tout. Parce qu'avant, on disait, bah, si ton entreprise ferme, tu iras chez Jourdan. Mais quand c'est Jourdan qui ferme, moi, je crois que je sais maintenant ce que c'est une dépression collective. Franchement, fermeture de Jourdan, vous baladez à Romans, on baisse tous la tête. Et donc, voilà, on a décidé, on n'a pas bien réfléchi, on a décidé d'acheter une ligne complète de montage de chaussures de chez Jourdan. Bien entendu, pas une banque sérieuse nous aurait prêté de l'argent, vu la déconfiture de Romans. Moi, je disais qu'on était les plus mauvais à Romans pour faire de la chaussure. Les très bons coulaient, donc on n'avait aucun espoir. Simplement, on a fait une levée de capital. Nos actionnaires qui voulaient qu'on s'intéresse à la chaussure ont mis de l'argent. On a acheté cette ligne. Qui sont ces actionnaires qui ont cru dans votre chaussure? En fait, c'est une entreprise très particulière qui appartient à son territoire parce qu'on est 131 actionnaires, dont une centaine de personnes physiques qui ont décidé de casser leur livret A et de le mettre dans notre aventure. Il y a plein d'argent, on vient de l'entendre sur le livret A, ça tombe bien. On est très content d'avoir la BPI aussi, la Banque des Territoires. Et donc, on a racheté cette ligne complète. Et puis, on a mis les meilleurs ouvriers de chez Jourdan devant les machines, donc les meilleurs du monde. Et on s'est aperçu qu'ils ne savaient plus faire de chaussures. Pourquoi? Parce qu'on était effectivement dans l'industrie de la chaussure. Et pour faire une chaussure, il y a une centaine d'opérations. Et ils étaient 40 sur une chaîne. Donc, ils faisaient 2 ou 3 opérations. Extrêmement bien, 2 ou 3. Mais chez nous, ils sont 4 sur une ligne de fabrication. Et donc, ils doivent faire 25 opérations. Et donc, voilà, on a été obligé, au pays roi du savoir-faire de la chaussure, de former les gens. Et on l'a fait notamment en débauchant des retraités, dont le plus vieux, il avait 80 ans. Et lui, il avait connu la chaussure autrement. Et pour finir là-dessus, au bout d'un moment, on a validé qu'il pouvait exister un modèle économique pour la chaussure à Romans. L'idée de petits ateliers souples, agiles, qui peuvent réussir à 2 conditions. La première condition, c'est qu'ils travaillent ensemble. Parce que quand vous êtes tout petit, vous avez du mal à aller sur les salons, à ouvrir un magasin. Donc, il fallait se regrouper pour acheter aussi de la matière. Mais aussi, vous n'êtes pas capable de prendre un gros client. Donc, si vous ne prenez pas le client, il va en Espagne et vous ne le revoyez plus. Donc là, l'idée, c'était d'être plein d'ateliers et de travailler ensemble. Donc, on a monté une organisation professionnelle pour que ça puisse se faire. Et la deuxième condition, c'était d'avoir la relation la plus directe possible avec nos clients. Je raconte toujours que quand on a démarré, on travaillait un peu pour le luxe. Et les gens m'embêtaient sur un modèle qui valait 37 euros. Et ils voulaient faire baisser de 50 centimes ou d'1 euro, je ne sais plus. On faisait les épiciers. Et moi, je suis parisien 1 jour par semaine et je me retrouve sur les Champs-Élysées. Je vois le magasin, j'y vais et je vois la chaussure à 400 euros. Et donc là, je me suis dit, il y a un souci. Si la valeur ajoutée de notre produit, ce n'est pas nous qui la captons, on ne pourra pas continuer. Mais donc là, je peux venir acheter une chaussure chez vous. En fait, si je viens à Romans-sur-Isère, il y a un lieu, je peux venir, je peux acheter une chaussure à 37,50 €, si je comprends bien, avec plein de qualité. Non, 37,50 €, c'était sorti d'usine d'une chaussure de luxe qui n'était pas belle. Mais effectivement, il y a 5 ans, on a racheté un ancien Intermarché au centre-ville de Romans. Il y a 9000 m² avec les parkings. Et on a mis dans ce lieu, qu'on a appelé la Cité de la Chaussure, on a mis des ateliers qui sont visitables et un énorme magasin d'usine. Et en fait, le modèle économique des chausseurs, il est beaucoup lié à ce lieu. Il y a aussi l'Office du tourisme. Et on reçoit des bus, des touristes. Et surtout, il y a un Marc Avenue à 500 mètres. Ça aide beaucoup. C'est à partir de ce lieu qu'on incarne aujourd'hui le renouveau de la chaussure à Romans. Parce que je ne vous avais pas dit, ça va redevenir la capitale de la chaussure Romans. Très bien.
Ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous n'avez pas fait le coup entre guillemets qu'avec la chaussure. C'est-à-dire que prendre le modèle économique à revers, dire bon bah c'est pas parce que tout le monde dit que c'est fichu ou qu'il faut faire comme ça qu'on va s'en contenter. Et il y a eu un grand moment aussi où on a dit que l'avenir de l'économie c'était de délocaliser, c'était d'aller trouver des usines dans lesquelles il fallait fabriquer moins cher. Et ça vous a pas tellement plu. Donc là à nouveau, vous avez décidé d'agir un peu à l'inverse des grandes tendances économiques de votre temps et d'aller voir les entreprises pour leur dire qu'il fallait pas faire comme ça. Oui, c'est-à-dire que nous, ce qu'on s'est aperçu, parce que très vite, avec ce sinistre à Romans, ce tsunami social, il y a eu des accompagnements en termes de formation, de choses comme ça. Et c'est génial la formation, mais c'est pas suffisant. En fait, ce qui manquait à Romans, c'était des emplois. Et donc, on s'est intéressé au fait de créer de l'emploi. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, et c'est toujours le cas d'ailleurs, on s'est dit, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'emplois qui disparaissent. Donc on a travaillé sur les sinistres d'entreprise un petit peu. Ça a été intéressant, des toutes petites entreprises qui coulaient, qui intéressaient personne, parce qu'il n'y avait pas d'actifs trop bien repérés. Nous, on trouve toujours qu'il y a un actif client et savoir-faire qui permet de sauver quelques emplois. Et après, effectivement, on s'est regroupé à plusieurs parce que c'est quand même ça la clé de notre modèle économique, c'est la coopération, c'est l'idée de réussir ensemble ce que personne ne peut faire seul. On s'est regroupé à plusieurs, des gens qui faisaient de la machine-outil, des gens qui avaient des gros ateliers, enfin, etc. Et on a proposé aux industriels de ne pas aller fabriquer en Asie. À l'époque, effectivement, C'était quand d'ailleurs? ouais, au début des années 2000, maintenant, la mode, c'est un peu le Made in France, en tout cas Tout à en fait. apparence. C'est pas toujours si évident. Mais là, la mode, c'était vraiment d'aller construire ailleurs. Moi, je pense qu'au Rotary, les chefs d'entreprise, quand ils disaient je vais fabriquer un truc, ses collègues leur disaient tu vas dans le Maghreb ou en Asie. Enfin, comme si on ne pouvait plus fabriquer en France. Et donc, l'idée, ça a été de dire aux chefs d'entreprise réfléchissons à ce que c'est le coût global d'une délocalisation, parce que si on prend le prix unitaire par pièce, il n'y a plus rien qui se fait en France et en Europe. Mais quand on va en Asie pour gagner 100 fois plus, on y reste. Mais quand on y va pour gagner 20% ou 30% en plus, c'est pas sûr que ce soit des paris gagnants, parce que quand on est en Asie, les déplacements des cadres, c'est très très cher. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils n'ont pas forcément leur réseau de sous-traitants pour travailler. Ça demande des stocks. Il y a des risques de détournement de brevets, enfin, etc. Et donc, on expliquait tout ça aux industriels. Et Peut-être ils entendent, ils sont sensibles à Alors, ce discours? il se trouve qu'il y en a un, par exemple, qui était un sous-traitant automobile de Ford. Je vais prendre un exemple concret. Et c'est le plus gros coup qu'on ait fait. Parce que nous, on travaille à 2, 3, 4 emplois maxi. Et là, on a visité une entreprise de sous-traitance industrielle et, dans un pays émergent. Et l'atelier était installé, mais il n'avait pas démarré parce qu'avant qu'une voiture démarre, il faut faire des prototypes, enfin, etc. Et un mois et demi après, les machines sont venues en France. On a passé les certifications Ford, on a mis 6 mois. Et le gars, on lui a dit, en gros, votre pièce, elle ne va plus faire 8000 km, mais 4 km. On va s'installer à côté. Vous n'aurez plus les mêmes problèmes de stock. Vos cadres pourront vérifier les problèmes de qualité en temps réel, etc. Et il y avait une visite du préfet sur ces questions industrielles dans nos ateliers. Et le gars, il a dit, la pièce Archer, elle me coûte 7 fois plus cher en prix unitaire, mais moins cher en prix global. Et dans l'automobile, enfin, je le dis, ils calculent à 4 chiffres derrière la virgule, donc ils savent ce que c'est un prix. Et juste peut-être une remarque par rapport à ça, là, c'est vraiment le coût pour l'entreprise, mais le jour où on regardera les impacts en termes écologiques, ne serait-ce que ça, on a un peu tendance à penser que nous, entreprises, on garde les bénéfices malgré les impacts parfois négatifs qu'on crée, et que les impacts positifs, elles sont partagées par la collectivité. C'est des mécanismes très compliqués, mais le jour où on pourra intégrer dans des activités l'impact négatif créé, ne serait-ce que sur le plan écologique, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va repartir en Asie ou au Bangladesh. Et puis, ça effectivement changera peut-être la valorisation de ces entreprises que vous allez reprendre aussi sur le territoire, parce que vous allez, avec Archer, vous intéresser à des entreprises qui sont presque en faillite, et donc vous allez retrouver de la valeur là où on n'en voyait peut-être pas et où vous en décelez pour l'avenir. Oui, c'est vrai.
On a parlé de votre modèle assez unique. Vous disiez 131 actionnaires. Vous êtes vraiment en lien direct avec le territoire. Alors, le territoire, ce sont des citoyens. Et là, vous avez décidé d'aller encore un cran plus loin en vous adressant directement à ces citoyens. Vous avez été les voir pour leur dire qu'on avait des grands problèmes d'avenir, notamment ces problèmes écologiques que vous citiez. Et vous leur avez dit, venez à une réunion ce soir, on va créer des startups pour résoudre tout ça. Donc quand même, quand on entend ça, est-ce que c'est pas un peu utopique? Est-ce qu'ils sont vraiment venus? Ils sont venus, mais je ne sais pas si c'est un peu utopique, mais peut-être. Effectivement, ça part de l'idée de plusieurs choses. On a besoin de l'État, enfin, je tiens à le dire, mais on a besoin d'un État stratège qui est capable de discuter avec nous, et on n'a pas besoin d'un État qui, dans les 5 arrondissements les plus centraux de Paris, aller jusqu'à 7, décide de ce qu'on doit faire en Lozère ou dans la Drôme. Et du coup, et notamment parce que on est confronté à des questions de développement durable au sens large. On se comprend bien, hein, je mets la réindustrialisation dans les questions de développement durable, mais on a besoin aussi de mieux prendre en compte des problèmes sociétaux, sociaux, le vieillissement de la population, le décrochage scolaire, enfin tout ce qui de toute façon fait économie, qu'on le veuille ou pas, et freine la capacité à développer de manière un peu sympathique les territoires. Et nous, on pense que le développement durable, ça ne peut pas se décréter d'en haut, ça se construit dans l'altérité. Et donc, on a proposé à tous les habitants, c'est les chefs d'entreprise, les élus, mais aussi les retraités, les collégiens, les réfugiés, enfin, tous les gens qui habitent dans le territoire, on leur a dit, venez le temps d'une soirée créative, à partir de ce qui nous indigne, à partir de ce qui est difficile pour nous, on va imaginer des solutions de start-up. Et une fois qu'on aura imaginé ces solutions de start-up, ça sera que le début de l'aventure parce qu'on va monter ces start-up avec vous. Est-ce qu'ils sont venus? Alors, déjà, ça a été un truc incroyable. Première soirée, siège d'Archer. Moi, je voulais 100 personnes. C'est pas mal, hein, 100 personnes. On est un bassin de vie de 50 000 personnes. Et voilà, au bout de 2 jours, les collègues, on avait mis les inscriptions Internet. Ils me disent, on est déjà à 200 personnes. Alors, je dis, éteignez tout, on ne va pas y arriver à les accueillir chez nous. Le soir, je descends les accueillir dans le parking. Il faisait nuit, c'était en février, je me rappellerai toujours. Et je dis, il y a un problème, il y a un accident. Il y avait des bouchons. On a dû refuser les gens. Donc, on a compris que ça correspondait à une aspiration. Et donc, 2 ans après, on a refait le coup, mais là, on ne s'est pas fait avoir. On a loué le parc des expositions à Valence, puisqu'entre-temps, 1492 personnes. Incroyable. À Valence, il n'y a rien qui fait 1492, sauf le rugby et Johnny. Mais, Johnny, vous allez avoir du mal. Voilà. Et on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y ait 1492 personnes qui veuillent reparler ensemble, refaire société ensemble, remettre de la démocratie dans l'économie. Et de cette soirée-là, dont les élus, le préfet, la présidente du conseil départemental nous ont dit qu'il y aura une vie sur le territoire avant et après cette dynamique, et depuis cette soirée, pour le coup, l'État nous a donné 22,5 millions. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant d'argent aussi. Le nous, c'est le groupe Archer avec la collectivité locale, puisqu'il fallait un acteur public forcément dans une aventure pareille, et avec l'objectif de créer une centaine de start-up de territoire et surtout de devenir un démonstrateur d'une forme de développement économique plus durable, plus au service du plus grand nombre. Mais entre je lance sur Internet et des flyers pour vous proposer de venir chez moi créer une start-up et j'ai 22 millions pour développer des start-up, il se passe quoi en fait? Et elles vont faire quoi ces start-up? Il y a un peu du boulot entre-temps. Peut-être dire par exemple que pour qu'il y ait 1492 personnes et qu'il y ait de la diversité, on ne peut pas juste balancer des tracts. Parce que quand on met des affiches 4 mètres sur 3 comme on l'a fait, il n'y a que ceux qui savent lire déjà qui viennent. Donc si on veut tout le territoire, et comme on parle pas on veut pas les plus diplômés, on veut les gens du territoire qui ont du cœur. Et l'intelligence de cœur, ça dépend pas du niveau d'études, etc. Et donc si on veut 1492 personnes, on fait la technique, c'est de prendre une vingtaine d'organisations qui va de la French Tech à l'association qui s'occupe des réfugiés
et de leur dire on va faire ça ensemble. Et donc, avec 1492 personnes, il y avait les associations étudiants qui avaient bossé, il y avait des traducteurs pour les réfugiés, il y avait des parents qui conduisaient les collégiens, etc. Donc, c'est toute une organisation déjà. Et après, effectivement, on accompagne, notre boulot, c'est plus de gérer les entreprises, mais d'accompagner des groupes et des créateurs à gérer ces entreprises. En gros, pour faire vite, à la fin d'une soirée, on a une centaine d'idées, des gens qui ont pitché, on met un peu de l'intelligence collective au milieu, là. Et à la fin, on a une fiche solution où on a le nom d'une start-up de territoire, un espèce de truc qui explique les grands mécanismes économiques et tous les gens intéressés par la démarche. Et donc, on les invite et on se donne entre 9 mois et 1 an et demi pour construire cette start-up. Et pour l'instant, on en a créé 120. Et 120, elles sont toujours en... Non. Ça, c'est créé... En fait, il y en a 125 et il y en a 85 aujourd'hui qui restent. C'est un très beau taux de survie, ça. Vous auriez des exemples peut-être de ce Ouais, que font ces startups? plein, ouais. Par exemple, sur l'alimentation, on a un truc qui s'appelle la ceinture verte. Alors ça, je peux en parler parce que ça se développe partout. Ils étaient 5 là, il y a 2 ans, ils sont 50 aujourd'hui. C'est un système qui permet... La ceinture verte achète des terrains et met tout le matériel pour que des maraîchers s'en sortent tout de suite, tout le matériel qui se prête. Donc il y a des serres, de l'irrigation, des techniciens. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un maraîcher bio, il ne travaille pas 80 heures pour gagner 800 €, mais il travaille 50 heures, il ne faut pas déconner, et pour gagner 1 500 €. C'est mieux. Et aujourd'hui, ça fonctionne super bien. En fait, ils font 50 heures et ils gagnent plus de 1 500 €. Et donc, c'est une start-up, c'est un projet qui va se diffuser aujourd'hui partout. Sur l'énergie, on a créé des coopératives de toits solaires ou une entreprise qui diffuse les questions de toits solaires. Là, pareil, sans associés. De ces soirées, les gens, ils ont mis de l'argent. Et donc, ça continue comme ça. On a une entreprise qui fait de la consigne de verre. Donc, il lave des bouteilles. On lavait 80 000 bouteilles sur un bassin, sur une agglo de 200 000 habitants. Là, on est à 1,2 million. Et le point d'équilibre, c'est 1,6 million. Elles sont start-up parce que quand elles se lancent, elles n'ont pas de marché encore. On a des gens on a travaillé sur des habitats intergénérationnels. Il y a un gros programme logement de 50 logements. Alors là, ça met du temps, hein, ça. Mais c'est en train de se faire et de se construire. On a une conserverie mobile qui récupère les légumes quand les paysans en font trop et qui ne savent pas quoi en faire et en font des conserves. Pas mal de choses dans l'alimentation. Voilà. Ce modèle, il est assez incroyable. Il y a un site internet pour ça. Il y a un site internet. Ouais. Donc ce modèle, il est assez incroyable. On se demande un peu s'il ne pourrait pas essaimer. Est-ce que ça a été repris ailleurs? Est-ce que vous allez en lancer? Ou plutôt, est-ce que ça va être repris par d'autres territoires? Nous, de toute façon, on trouve qu'on travaille trop de manière verticale. On revient à cette question d'un État très fort, et c'est bien d'avoir un État fort, mais pour discuter, pas pour qu'il décide. Et on pense aussi que la compétence pour animer les territoires se trouve chez les dirigeants de PME, chez les gens qui ont monté des organisations comme les nôtres, qu'on appelle des pôles de compétitivité du développement endogène et qui s'appellent des pôles territoriaux de coopération économique. De cette expérience-là, c'est devenu une loi et aujourd'hui, ça se diffuse. Et là, l'expérience start-up de territoire, ce qui intéresse le secrétariat général à l'investissement et donc la caisse de dépôt derrière, c'est moins qu'on monte des start-up qu'on construise un démonstrateur qui puisse se répandre. Et donc, on a créé 2 organisations dont le siège n'est pas à Paris, mais à Romans-sur-Isère. À côté de la Cité de la Chaussure. Voilà. Et il y en a une, c'est globalement une entreprise qui coopère. C'est-à-dire qu'on s'est dit, nous, on est plein d'entreprises à travailler ensemble, mais si on commence à travailler avec les voisins, si on s'échange nos idées, qu'on commerce ensemble, peut-être qu'on va tous mieux aller. Et puis, on a une organisation qui diffuse le modèle start-up de territoire. Et aujourd'hui, il y a 22 territoires qui ont mis ça en œuvre en France. Et au Luxembourg, une. Un immense merci Christophe Chevalier d'être venu partager toutes ces expériences multiples et extrêmement enrichissantes avec nous aujourd'hui dans ce podcast
fort justement intitulé Le sens de l'avenir. Merci beaucoup à vous.